Bonjour, bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde. Le décor de ce somptueux palace parisien sert d'écrin à ce nec plus ultra qui brille de mille feux. Art de vivre, joaillerie, rencontres vont vous faire briller les yeux de plaisir, enfin je l'espère, sommaire. Rencontre avec un maestro S luminaire, fournisseur de la cour de Belgique, s'il vous plaît. Une dame aussi jolie que les diamants qu'elle fait sertir tout en légèreté pour soulager nos petits maux. Alain-Dominique Perrin présente Claire Pichot, une artiste dont on parle trop peu. Pour commencer, nous nous rendons en Belgique, à Louvain précisément. Là, nous avons rencontré le seul et unique au monde. Antiquaire de lustre de style, Louis-Pierre Denil est un homme assez singulier, quasi génial. Son luxe, les lustres. Que la lumière soit. Fournisseur officiel de la cour de Belgique, il éclaire aussi bien le Palais Royal de Bruxelles que l'ambassade de France en Belgique, le musée de la chasse à Paris ou encore le musée Nicholson à Santa Barbara aux États-Unis. Depuis Louvain, Louis-Pierre Denil, chevalier servant de la lumière, éblouit le monde de sa collection de presque 1000 lustres anciens. Je suis tombé amoureux d'une paire de lustres à l'âge de 5 ans, lorsque ma famille a organisé en fait la fête de ma première communion. Ils avaient loué pour l'occasion un petit château 19e et quand je suis arrivé dans ce château, il y avait une grande table bien sûr pour la famille et au-dessus de la table il y avait 2 lustres. Et alors j'ai eu un choc, je trouvais ça tellement beau et je suis resté collé à la table toute l'après-midi. Depuis, sa passion n'a pas de limite et vous allez voir, on ne devient pas spécialiste par hasard. C'est mon parrain qui m'a, dès l'âge de 5 ans, quand il avait remarqué ma passion pour la lustre, qui m'a pris par la main et il m'a doucement imprégné dans le monde de l'art. En fait, un lustre, c'est aussi un bijou. Au lieu que c'est pour le cœur, c'est pour la maison, pour le plafond. Mais finalement, il y a beaucoup de choses comparables entre la joaillerie et la lustrerie. Mon parrain aussi m'a mis chez un bijoutier ici à Leuven en disant, voilà, si tu veux faire la lustre par après, tu dois bien connaître les pierres. Non seulement les cristals, mais aussi les pierres semi-précieuses ou même les pierres précieuses. Les hangars qui contiennent ces stocks regorgent des merveilles qu'il accumule au gré des foires, braderies, ventes au cours de ses voyages. Pur cristal de roche, sinon rien. Le premier lustre en cristal, mais on va dire cristal de roche, ça date vers 1660 à peu près. Donc on est sous Louis XIV, on avait des lustres en bronze, on avait des lustres en bois, on avait des lustres en cuivre. Tout en fait, la dorure servait aussi pour refléter la lumière. Et justement, dans cette recherche d'optimaliser les bougies qu'ils avaient à cette époque, ils ont trouvé qu'en mettant des guirlandes de cristal de roche, ils bénéficiaient de beaucoup plus de lumière dans une pièce. Et c'est comme ça, en fait, qu'est né le lustre en cristal. C'était des petits lustres à lacets. Il y avait une hauteur de 80 cm à peu près. Et puis, 18e siècle, on a pu faire le lustre déjà plus grand. Il collectionne les boules, les poignards, mais aussi tous les livres photos en relation avec les lustres anciens. On ne s'ennuie jamais avec Pierre-Louis Denil. Quand on parle d'un lustre classique, ancien, très souvent, les gens aiment un lustre Louis XV. Et ben voilà, ici, justement, on a 2 lustres semblables, parce que c'est 2 lustres de style Louis XV. Mais alors ici, le premier, c'est un lustre d'époque Louis XV. On appelle ça le lustre cage d'oiseau. Comme vous voyez, il a des bras qui montent. Il a une structure ouverte au milieu avec un poignard en cristal. Par contre, si on regarde de tout près la qualité du cristal, la qualité de la taille, aussi la pureté du cristal, on va dire, tiens, le 18e, il est moins pur, il est moins bien taillé. Les techniques n'étaient pas encore aussi bien avancées qu'au 19e, beaucoup plus tard ou que maintenant. Tandis que ici, le lustre 19e siècle, qui ressemble très fort, qui est du même style, mais alors le cristal est déjà taillé d'une façon impeccable, le bronze est déjà fait d'une façon impeccable, une très belle dorure aussi, mais les techniques étaient déjà avancées. Ici, le trou, il a été fait avec une foreuse, déjà pour le verre spécialement évidemment, et sur le 18e, c'est fait à chaud. En fait, pendant la plaquette était coulée, on perçait une épingle pour faire le trou. Donc cette technique-là, on ne savait pas encore forer. Ici, c'était déjà plus facile. Voici une paire de girandoles cage du XVIIIe siècle, très jolie, sur la table d'un dîner.
Après des études en économie supérieure, Pierre-Louis Denisle entreprend des études poussées dans l'histoire de l'art et des antiquités. Il aime tout savoir, on aime tout entendre. À l'époque, on n'achetait pas les lustres dans les magasins. On allait chez les bronziers, on commandait la structure et puis on s'occupait de la finition, c'est-à-dire on voulait savoir soit on le laisse en bronze, sinon on va patiner le bronze, on va dorer ou bien on va argenter. Donc ça, c'était les différentes possibilités. Le roi imposait les règles, il y avait un style, et alors tous les ateliers étaient strictement, ou suivaient strictement ces règles-là. Il n'y avait pas de place pour la médiocrité, parce que le roi voulait les plus beaux lustres, et puis la haute aristocratie suivait, mais donc il n'y avait pas de place pour des erreurs. On voulait le plus beau. C'était les grands luxes. C'était par exemple aussi le cadeau préféré que les rois offraient aux autres souverains, comme cadeau diplomatique. Beaucoup de ces cadeaux se retrouvent bien cachés sous plastique suspendu au plafond, attendant le bon vouloir de Pierre-Louis, car ici tout n'est pas à vendre. Revenons à la galerie. Le lustre dans le style néoclassique, ça a commencé vers le XVIIIe siècle, fin XVIIIe siècle, après la Révolution bien sûr. Et ça c'est typique pour le néoclassicisme, avec les Mirza, les arrêts de poisson, et toujours un modèle un peu fantasque. Tous ces lustres sont réélectrifiés aux normes d'aujourd'hui évidemment, car ici tout est d'époque. Vers 1880, on avait dans beaucoup de maisons en ville, on avait du gaz pour s'éclairer. Donc là, on ouvrait un bec qui était ici, qu'on allumait, très souvent avec une protection en verre, bien sûr, pour encore intensifier la lumière. C'est ça, c'était révolutionnaire. Le gaz, le lustre à gaz éclairait énormément. C'était une lumière blanche. On n'avait pas l'habitude parce qu'avant on n'avait que la bougie. Alors c'était fantastique, tout le monde voulait. Donc on a fait dans cette courte période, malheureusement, puisque peu après l'électricité est arrivée, on a fait pas mal de lustres au gaz. L'électricité est arrivée 1880, 1890, pardon, 90, je dois dire. Et donc, ça, c'est des premiers lustres qui ont été faits déjà pour l'électricité. La fée électricité a bon goût. Ici, un lustre en verre de Venise, et là, surprise, c'est nouveau. Ça, c'est 2010 parce que c'est pour la première fois aussi dans ma carrière, ma première création. C'est le Savarin. Le Savarin, c'est un lustre de made qui va dans un carton, en fait, et qu'on peut offrir à tout le monde qu'on aime pour pouvoir répondre au goût d'aujourd'hui et au goût de folie de temps en temps de certaines chambres, de couleurs, etc. On a créé un lustre dans toutes les couleurs qu'on puisse imaginer, aussi bien à bougie et à électricité. Et Factaes Luxe. Pardonnez-moi, mais le lit est trop beau, alors je reste couchée. C'est sur l'air des bijoux que j'ai envie de faire briller vos yeux, les bijoux légers et scintillants d'Audrey Safranski pour AS29. Elle est entre Paris, Hong Kong, Anvers, et ça brille, vous allez voir. Issue d'une famille de diamantaires anversois 4e génération et designer belge vivant entre la Chine, la Belgique et la France, Audrey Safranski brise les tabous de la joaillerie et réinvente une nouvelle manière de consommer des diamants. Accro aux pierres précieuses depuis son plus jeune âge, Audrey comprend leur pouvoir magique et la fascination qu'ils exercent sur les femmes. La fascination, cette drôle de maladie qui se soigne avec l'éclat de quelques pierres, bien rangées dans leur drôle de boîte en forme de pilule. Le remède est scientifiquement prouvé. Le diamant a une énergie bienveillante, l'enjeu est joli. Ayant fabriqué beaucoup de pièces très belles pour d'autres personnes, ça m'a donné envie de fabriquer mes propres pièces, des pièces que je porterais moi plutôt la journée ou le soir, que je ne fabriquais pas ou que je ne trouvais pas chez les autres. Comme Coco Chanel, Audrey Safranski crée pour elle des bijoux que les autres lui envient. C'est le meilleur marketing pour une jeune marque. Ajoutez à cela une très haute connaissance des pierres. Normal, elle est tombée dans la passoire tout bébé lorsqu'elle était à Anvers. Tout est très très fin. En fait, c'est un petit peu la chose dans laquelle je suis assez fière de mes bijoux parce que les gens voient mes pièces, ils se disent mais c'est raffiné, c'est fin, c'est léger. En fait, j'aime laisser parler la pierre. Comme la perle que je porte aujourd'hui. Elle flotte. Il faut vraiment que le diamant puisse s'exprimer et la seule manière de le lui permettre, c'est de le sertir avec le moins d'or possible. Donc toutes mes pièces sont serties avec des pierres qui font même pas 1 mm de diamètre et avec 4 griffes, chose qui est assez exceptionnelle et rare pour ce type de bijoux.
C'est la marque de fabrique en général de la haute joaillerie adaptée à une joaillerie plus légère, plus ludique, nettement plus abordable en noir et blanc ou en couleur. Alors, les diamants de couleur est une autre passion que je partage, que ce soit le diamant vert, le diamant jaune, le diamant rose, blanc ou noir. Moi, ce que j'aime particulièrement travailler, ce sont les pavages. Ce sont les déclinaisons de couleurs qui vont dans les couleurs de diamant ou même de saphir que j'utilise énormément dans mes fleurs, qui partent de couleurs très très foncées à couleurs très très claires jusqu'à la couleur blanche. Donc c'est une pierre avec laquelle je travaille énormément et avec mes fleurs, j'essaye de cultiver justement cette passion de présenter des bijoux aux femmes que j'espère qu'elles aimeront et qu'elles porteront sur leurs bras comme un jardin de fleurs ou de papillons. Audrey joue avec la couleur des pierres, celle de l'or et les tailles, laissant à la cliente patiente le soin de doser elle-même sa posologie. C'est l'idée de mettre une bague plus grosse, plus petite, selon ses envies, selon ce qu'on porte, que ce soit dans les couleurs noires ou dans les saphirs bleus ou dans les diamants verts, qu'on rajoute avec des pièces de diamant jaune ou du blanc et qu'on porte soit toute simple, soit plus habillée avec 3 pièces autour du doigt pour un événement un petit peu plus habillé en fin de journée ou une belle soirée. À consommer sans craindre d'effets secondaires, sauf peut-être pour son mari ou pour sa carte bleue et encore. Il y a une très grande influence des 2 continents. La première est que j'ai voulu rendre mes bijoux accessibles et démocratiser le diamant et le bijou en général. Et c'est une chose assez commune ici en Asie où la femme s'achète son propre diamant, elle achète son propre bijou et elle n'attend pas que son mari ou son homme le lui offre. Donc ça a très fort influencé la démarche du produit que j'ai voulu produire et vendre en Europe. Maintenant l'Europe, je suis européenne, j'ai cette touche européenne, ce goût qu'on n'a pas vraiment en Asie et que je retrouve plus chez mes clientes en France ou en Belgique, là d'où je suis originelle, et qui est aussi très influencé donc, par ce marché là-bas. La liberté par le diamant, voilà une femme qui sait parler aux hommes rapias et aux femmes d'aujourd'hui. Je pense que les Chinoises ont une connaissance du diamant et du bijou bien plus poussée que la femme européenne. D'abord, elle sait ce qu'elle achète. Un peu de culture, s'il vous plaît. Je pense que la femme chinoise a un goût pour le luxe des belles choses, en fait. Elle sait ce qu'elle achète. C'est pas trop plutôt pour l'esthétisme, c'est plutôt pour la pierre et les matériaux qu'on utilise. Par contre, la femme en Europe, elle veut plutôt un style, elle veut se démarquer des autres femmes, elle veut porter une pièce unique qui la différencie de toutes ses autres amies, qui n'est pas trop le cas en fait ici en Asie. Je pense que c'est un produit que les femmes aiment s'acheter elles-mêmes, qui ressemble un petit peu à de la mini haute joaillerie, mais accessible. Une addiction qui fait du bien en quelque sorte, c'est une première. Parlons d'art maintenant, histoire d'avoir un peu d'air frais dans cet univers de brut. C'est le tycoon et collectionneur Alain-Dominique Perrin qui va nous présenter le talent d'une artiste qui l'a particulièrement touché. Il s'agit de Claire Pichot. Vous allez voir, on ne la connaît pas assez. Alain-Dominique Perrin nous reçoit dans son bureau au 6e étage de la Fondation Cartier qu'il a créée et qu'il préside. Grand amateur d'art, il collectionne notamment Claire Pichot. C'est le travail sur les couleurs et les matières de cette licenciée en philosophie qui retiennent l'attention de ce collectionneur mécène qui construit sa collection au coup de cœur. C'est une toile qui a une vingtaine d'années. C'est pas un travail récent, hein. C'est une toile. C'est une toile que vous aimez. Et que j'aime beaucoup. Ah oui. Les couleurs et la matière, c'est quand même assez exceptionnel. Et vous avez vu qu'il y a des reflets. Quand on lui donne une certaine. Voilà, il y a des reflets sur la matière assez formidables. Pichot, c'est une artiste que je connais et que je suis depuis une trentaine d'années. C'est quelqu'un qui a beaucoup... D'abord, c'est quelqu'un qui travaille. Moi, j'aime beaucoup les artistes, mais j'aime bien aussi ceux qui travaillent et qui n'attendent pas que le succès tombe tout seul. Et c'est quelqu'un qui a, à mon avis, un contact assez extraordinaire avec la couleur. Il y a donc une recherche pas seulement dans la couleur et dans la matière, mais même dans le support de la matière. Donc voilà, c'est quelqu'un qui travaille, qui innove tout le temps, qui ne se contente jamais
de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle a fait. Elle a eu plusieurs périodes. Moi, j'ai beaucoup de choses d'elle. Je la suis depuis longtemps. Je dirais qu'elle a changé de couleur. Je l'ai connue quand j'ai commencé à acheter des choses d'elle dans des verts et des rouges et des noirs assez forts et assez compacts. Et puis ça a évolué, je vous le disais, vers une période un peu presque art déco, avec des recherches de couleurs vraiment très intéressantes. Je me souviens, dans mon bureau que j'avais autrefois place de la Madeleine, j'avais une immense toile d'elle, malheureusement j'ai plus la place ici. Une immense toile d'elle avec des jaunes et des rouges absolument formidables. Oui, et cette toile d'ailleurs je vais me la remettre un jour chez moi, parce qu'elle est très grande, malheureusement elle est immense. Claire Pichot s'intéresse à la métaphysique, au chant, à la musique, à la poésie contemporaine. Née en 1935, elle ne commence à peindre qu'en 1971 et s'installe à Paris en 1986. Elle a une très jolie sensibilité. Non, au début, j'ai été tout à fait impressionnée par Vieira da Silva et surtout Arpad Szénes, au point que je lui montrais des choses. Il disait « Oh, crayon, où es-tu » comme s'il fallait qu'il les signe. Ça m'a beaucoup aidé à vite arrêter. Je m'en rendais compte, c'est pour ça que j'allais leur dire « J'ai une influence, c'est vous, comment faire ?» Après, j'ai fait toute une petite suite sur Samuel Beckett pour illustrer des poèmes. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Comment je suis arrivée à la couleur par ce mot magique de Zhao Wuqi. Il a dit « J'ai mis 10 ans à oublier tout ce que j'avais appris aux Beaux-Arts pour me sentir libre. » Alors je me suis dit « Bon, je suis libre, je n'ai pas fait les Beaux-Arts, j'ose. » C'est vraiment, je crois que c'est la parole qui a ouvert. Alors j'ai commencé par le rouge, uniquement. Et puis après, uniquement par le blanc. J'osais pas les mélanges et tout ça. Puis après, j'ai été libérée de tout. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai vraiment aimé les couleurs. J'ai acheté des couleurs, j'ai mélangé des couleurs, j'ai fait des couleurs moi-même. Des couleurs à la couleur, elle passe au gris avec la suite saturnienne. Tout à coup, il faut dire qu'il y a eu la mort de ma belle-sœur, la mort de mon frère, son mari, enfin des morts tragiques. Et d'être dans le rouge, le vert, le jaune, je sais pas, je suis passée dans le gris. Et j'ai fait la suite saturnienne. Je crois que c'est ça quand même c'est la vie qui s'est glissée là. Et puis mon amour quand même pour le Saturne, tout ça pour l'astrologie traditionnelle, vraiment très sérieusement étudiée. C'est ce qui nourrit son travail sur les signes du zodiaque, le rouge, couleur du Sagittaire. Alors là, c'est la Balance. Donc, je les mets, ça je les place selon les anciens à la place qu'il faut, hein. Mais Bélier et Balance en face. Mais en même temps, dans les couleurs, je pense aux saisons, je pense aux... Alors là, il y a un recouvrement, je suis sûre qu'il y a eu un peu de vert, un peu de brun, un peu de noir, un peu de rouge, et voilà. Le jaune, c'est la couleur du signe du lion. Elle peint sur toile froissée. Je froisse tout à fait. Oui, j'avais à ce moment-là une grande machine à laver parce que grâce à Viala, moi je faisais ça dans la baignoire, chez nous, tout ça. Il m'a dit, mais vous pouvez tout à fait prendre une machine à laver pour froisser. Moi, il était merveilleusement naturel et ça m'a aidé. Parce que j'avais pas l'idée, j'aurais jamais osé. Et puis après, je blanchis au moins une fois, sinon deux. Je le lisse le plus possible, mais il reste d'extraordinaires qui se révèle par une peinture très liquide, enfin pas du tout épaisse. Et il y a souvent, il y a 2, 3 couches, 5 couches. Elle s'adonne au petit format et au papier délicat et très élégant. Et je suis contente parce que dans mes tableaux, je froisse le tissu, tandis que là, il se passe quand même des choses analogues. J'essaye qu'il s'en passe et il s'en passe. Depuis son accident, Claire Pichot ne peint plus sur toile, mais seulement sur papier. C'est une autre joie.
Et puis je trouve que ça va bien avec une fin de vie quand même. J'ai 75 ans, ça ne s'oublie pas. Et je me dis, bon, si je peux encore peindre 4 ou 5 ans, eh bien faisons des choses qui me plaisent, qui peuvent intéresser d'autres personnes. Avec toujours des couleurs subtiles, un trait fin, une passion pour l'influence qu'ont sur vous les planètes, une belle artiste. On a un peu un complexe en France. On a quelques artistes qui ont traversé la frontière, comme Soulages, ou César, ou Armand, ou quelques autres. Mais on parle toujours des mêmes. Et on ne parle pas assez des autres, qui sont un tout petit peu plus obscurs, mais qui ont parfois largement autant d'intérêt, sinon plus. Et Claire en fait partie. La preuve avec ses carrés magiques et tout ce travail sur l'infini vit une exposition. C'est sur ces jolis propos que se termine cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci au Royal Monceau de nous avoir accueillis. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde. En attendant, voici notre coup de cœur, puisque le luxe est une histoire de cœur. Au revoir. Ce coup de cœur est pour un pâtissier de Biarritz. La maison a été fondée en 1660, spécialiste du macaron. Sa renommée non frelatée vient du mariage à Saint-Jean-de-Luz du roi Louis XIV avec l'infante Marie-Thérèse. Monsieur Adam offrit ses macarons à la reine-mère qui les fit goûter à son fils, qui les dégusta avec grand plaisir. Comme tous les amateurs de macarons dont nous sommes, ceux-là ne sont pas tout à fait comme les autres, mais chut, il y a un secret.